Eh bien, bonjour Monsieur le Président. Nous sommes à la fois heureux et honorés de vous accueillir aujourd'hui. D'autant qu'à l'Institut Villebon-Georges Charpak, souvent nous nous trouvons des similitudes avec l'Europe. Ah bon? En effet, cette promotion que vous avez devant nous est constituée donc d'étudiants qui sont d'origine, d'environnement social, de parcours scolaire très différents. Et ceci n'est pas sans nous rappeler effectivement la composition de l'Europe avec la singularité des différents pays qui la composent. Donc on aura probablement l'occasion de revenir sur cette similitude tout au long de l'entretien. Alors nous avons structuré avec les étudiants donc, un certain nombre de questions autour de 3 thèmes. Donc le premier thème va concerner plutôt votre fonction finalement. Ensuite, nous aurons donc toute une série de questions autour de ce que connaît l'Europe actuellement, c'est-à-dire la crise. Donc évidemment, ça interpelle et les étudiants ont des questions à vous poser sur ce sujet. Puis la troisième et dernière partie, autour de l'activité forcément de la formation et puis de leur devenir, évidemment, dans la vie active, dans la vie future. Voilà, donc si vous voulez bien, on va commencer, et je pense que ce sera plus opérationnel comme ça, par des groupes de questions sur chacun des thèmes. Et donc je vais passer la parole tout de suite au premier groupe qui va pouvoir donc poser des questions qui font partie du thème concernant votre job, permettez-moi. Bonjour. Donc dans un premier temps, on aimerait savoir si vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre fonction de président du Conseil européen. Pourquoi il n'a-t-il pas été créé plus tôt, ce poste? Et qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été le premier à occuper ce poste? Bonjour. Donc, ensuite, pouvez-vous nous raconter les coulisses d'un sommet européen? Donc, est-ce que vous vous êtes trouvé face à un blocage sérieux? Et comment avez-vous fait pour le débloquer? Et avez-vous des conseils à nous donner sur la façon de concilier des gens différents? On va être amené à travailler dans des projets de groupe, notamment des projets scientifiques. Donc, est-ce que vous avez des petits conseils à nous donner? Et comment organisez-vous une négociation pour justement mener des projets à bien? Voilà, on peut arrêter sur ce premier volet, traitant de votre métier. Merci. Il est toujours très difficile de parler de soi-même. Quoique en politique, on doit toujours se défendre soi-même. Il n'y a pas d'autre personne qui le fait à votre place. D'abord, la fonction. Je suis président du Conseil européen. On est à 28 au Conseil européen. Ils sont tous chefs d'État ou premiers ministres. J'ai été élu par dans le temps, c'était 27. En fait, c'était 26 parce que j'étais à ce moment-là aussi Premier ministre. Donc, c'est un organe ou une institution à très haut niveau, le plus haut niveau qu'on puisse avoir en Europe. Et selon le traité, ils sont en charge de donner les grandes impulsions, de faire les choix stratégiques pour l'action de l'Union européenne. En fait, on ne fait pas de législation, donc on n'a pas un pouvoir législatif. Il n'y a pas de pouvoir exécutif. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas une tâche journalière, sinon je ne pourrais pas être ici. Donc, je ne dois pas gérer au jour le jour, comme le président de la République française, que je viens de voir d'ailleurs, des problèmes de tout genre, aussi s'occuper de nominations. Et je n'ai pas ce souci-là. Donc, je dois essayer de trouver un consensus, un accord entre 28 chefs d'État sur les grands choix. Et par après, ces choix doivent être traduits en loi. Les lois doivent être votées par le Parlement européen et par les conseils des ministres, mais pas les premiers ministres, les ministres des Finances, les ministres du Travail, etc. Donc, eux forment le pouvoir législatif.
Et je ne vais pas m'occuper de l'exécutif. Là, c'est plutôt la Commission européenne. Ça paraît compliqué, mais c'est dans chaque État. Il y a dans chaque État un parlement, un gouvernement et, je dirais, un chef d'État. En l'occurrence, en Europe, c'est un chef d'État collectif, c'est le Conseil européen dont je suis le président. Ce n'est pas moi qui suis le chef de l'État, c'est le Conseil en tant que Conseil qui est le chef de l'État. On doit avoir un accord sur tous les problèmes et avec tout le monde. Donc, s'il y a une voix qui manque, on n'a pas d'accord. Donc, on doit continuer à travailler, à discuter, jusqu'à ce que tout le monde soit à bord. Pendant l'été, j'étais en Tanzanie. Il y avait un groupe de dames, c'était des femmes, qui s'occupaient de ce qu'on appelle la microfinance. Hein, c'est-à-dire des prêts de très petits montants. Et au début, on met tout son argent ensemble, et je peux vous assurer que ce n'était pas beaucoup. Et donc, on détermine en groupe la destination de cet argent. Et je posais la question, mais comment est-ce que vous prenez les décisions? Est-ce que c'est par vote, majorité, ou il y a un chef, on est en Afrique, un chef qui décide? Non, disait-elle, on décide d'une façon consensuelle. On discute jusqu'à qu'on a un accord. Je dis alors, ça me fait penser au Conseil européen. On était vraiment dans la brousse à ce moment-là. Mais donc, non seulement cette notre culture, c'est imposé par les traités. C'est imposé par les traités. Donc, c'est un conseil assez spécial. On se réunit 6 à 7 fois par an. Ça dépend. Quand il y a crise, on s'est une fois réunis en fait 2 fois sur 4 jours, et même, si je compte bien, c'était 3 fois sur 4 jours, mais c'était en pleine période de crise. Je suis donc le président permanent, donc je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Tout au début de mon mandat, d'ailleurs, Madame Merkel, la chancelière allemande, me posait la question, mais Herman, disait-il, parce qu'on se tutoie, j'ai découvert ça quand j'y entrais, qu'est-ce que tu fais entre 2 conseils européens? Il n'y en a que 4 par an. Depuis lors, je sais de quoi m'occuper. Hein? Là n'est pas le problème. Donc, auparavant, il n'y avait pas une présidence permanente. C'était avant le traité de Lisbonne qui est entré en vigueur le 1er janvier 2010, oui. Il y avait une présidence tournante. Je ne vais pas vous tracasser avec tout notre imbroglio institutionnel, mais tous les 6 mois, il y a, disons, un pays qui est en charge de présider des conseils ministériels. Et dans le temps, avant le traité de Lisbonne, et le Premier ministre ou le président présidait aussi le Conseil européen. Donc le pays était en charge de toutes les présidences, des conseils ministériels et du Conseil européen. Maintenant, il y a que, disons, il y a un président permanent, mais pas uniquement du Conseil européen. Donc là, je suis le premier. On retiendra, j'espère qu'on retiendra ce que j'ai fait avec les autres. Mais le fait d'être le premier est un avantage en soi. Hein. Il y a toujours un premier. Hein. Voilà. Vous êtes les premiers, la première promotion, me dit-on, de cette université-là. Vous êtes les premiers, comme moi d'ailleurs. C'est encore une similitude avec l'Europe. Bien sûr, ça me faisait quelque chose. Hein, parce que moi, je viens d'un petit pays. Et donc, je me suis occupé toute ma carrière de problèmes nationaux. Là, je dis, je ne vais pas vous tracasser avec les problèmes européens institutionnels, mais avec les problèmes belges et communautaires, certainement, je ne vais pas aborder ce sujet. Hein. Mais je me suis occupé pendant toute ma vie professionnelle et politique des problèmes nationaux. Bien sûr, je m'intéressais à la politique internationale, mais j'avais aucune expérience. Et tout à coup, la porte s'ouvre de mon bureau, le premier conseil européen, et le président Sarkozy entre. Il fallait m'adapter, hein, aussi au personnage, mais il fallait m'adapter. Et par après, la chancelière allemande entrait, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ça se fait. Et donc, il fallait trouver un compromis. Mais là, c'était, disons, le point fort de tous les hommes politiques belges. Ils ne font que ça.
Quand j'étais Premier ministre, il y avait 5 partis qui étaient au pouvoir. 5 partis qui étaient au pouvoir. Maintenant, il y en a 6. Et pour avoir une réforme de ce qu'on appelle la réforme de l'État, une réforme constitutionnelle, ils sont à 8. Il faut toujours tomber d'accord à 8. Hein. Et donc, on a l'habitude de trouver des accords et des compromis. En France, vous avez toujours une majorité absolue, pratiquement toujours. Mais c'est un cas assez rare en Europe. On avait aussi l'expérience du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni avait un parti au pouvoir. Maintenant, ils ont 2 partis au pouvoir. Mais donc, notre culture politique, c'est une culture de compromis, une culture de palabre, une culture d'accord. Et donc, ça, ce n'était pas le plus grand problème. Et après 1h30, dans la préparation de ce premier Conseil européen, on est tombé d'accord parce qu'on avait trouvé un compromis. Il y a bien sûr des blocages. Mais, comme je viens de dire, on ne peut pas voter. Parce que pour sortir du blocage, la procédure normale, c'est qu'on vote. On fait le compte. Celui qui a une majorité, il gagne, disons, la partie. Non, ce n'est pas le cas. Donc, il faut continuer à discuter. Souvent, ça prend du temps. Je vous donne un exemple, sans entrer dans les détails. On doit faire un budget européen. Un budget européen, c'est un budget sur 7 ans. C'est assez rare, pour ne pas dire exceptionnel. On fait normalement un budget pour 1 année. On fait en Europe un budget pour 7 ans. Et on doit tomber d'accord à 28. Chaque Premier ministre doit entrer chez lui, au président, et dire, écoute, moi j'ai défendu les intérêts de la France, mais ils doivent coïncider aussi avec les intérêts des autres, les intérêts européens. Et donc ça, c'est un jeu d'échecs extrêmement difficile. On s'est réunis en novembre, on n'a pas trouvé d'accord. En fait, on était très loin, et on était très loin de l'accord. Moi, j'ai conclu en disant, il y a suffisamment de points de convergence pour en sortir. Voilà. Donc, tout le monde a quitté la salle avec un sentiment, c'est possible. Hein? C'était possible, c'était jouable, comme on dit, mais ce n'était pas évident. Et on a repris les travaux en février, 4 mois après. Il se pouvait aussi que ça se polarise entre-temps et que ça devienne plus difficile même. En fait, ça a eu un effet assez calmant et on en a sorti en février après une réunion de 36 heures sans dormir. On a joué sur l'épuisement. Je ne dis pas que j'étais le plus frais, hein. Mais quand même, on a réussi et j'en suis toujours fier qu'on est tombé d'accord sur un budget européen à 28. Mais à chaque moment, il y a des blocages. Mais il faut chaque fois trouver une solution. Alors, certains d'entre vous m'ont posé la question, comment est-ce qu'on trouve des solutions? Oui, mais sans entrer dans le concret, parce que ça, ce n'est pas intéressant. Et ça pourrait être utile aussi pour vous. D'abord, il faut bien écouter les gens. Il faut toujours bien écouter, aussi dans les nuances, dans les subtilités, parce que les gens se prononcent ils donnent leur avis, mais on est clair, mais pas toujours très clair, parce qu'on est dans une situation de négociation, donc on ne met pas toutes les cartes sur table, mais il faut deviner alors à ce moment-là quelles pourraient être les cartes. Hein. Donc, il faut très bien écouter. Il faut avoir un respect pour chacun qui participe à la négociation. Si les gens ont l'impression qu'on ne vous respecte pas, alors les portes sont déjà fermées, je ne dirais pas d'avance, mais très vite. Il faut avoir, et c'est dans le prolongement de ce deuxième aspect, il faut avoir une relation de confiance. S'il y a méfiance, rien ne peut se faire. Si on casse la confiance, la rétablir, c'est très difficile. C'est dans la vie privée. Quand on rompt la confiance, recréer la confiance, ça prend beaucoup de temps. Et non, on n'a pas le temps. Donc, investir dans des relations aussi personnelles, et à nouveau, ça peut être utile pour vous aussi, investir dans des relations personnelles de confiance, c'est capital. Pour moi, j'ai des petites méthodes. Par exemple, ça fait partie disons,
disons, cette architecture de confiance. Je visite chaque année les 28 chefs d'État et de gouvernement dans leur propre capitale. Ça fait pas mal de voyages uniquement pour ça. Hein. Mais alors, on voit les gens dans leur biotope, là où ils travaillent. On les connaît davantage. Quand on a été à Varsovie ou à Riga ou à Vilnius ou à Berlin et qu'on est là pendant 2-3 heures, eh bien, c'est tout à fait différent à être ensemble dans un groupe à 28. Donc là, la confiance peut se créer. Et bien sûr, il faut de votre côté un esprit de conciliation. Il faut un petit peu quitter son propre ego. On ne défend pas sa cause. On défend une cause commune. On ne défend pas son profil propre. Alors, on n'arrivera jamais à un résultat. Je ne dis pas qu'il faut effacer son ego, mais quand même, il faut le mettre au second plan. Et donc, la technique de négociation, la technique de trouver des accords, la technique de coopérer, on me dit que vous faites aussi des travaux collectifs, les techniques sont les mêmes. Le défi devient de plus en plus grand, ce qui est en cause devient de plus en plus important, mais je n'ai pas dû changer, je dirais, mon approche générale par rapport à ce que j'étais il y a 40 ans quand j'ai commencé ma carrière politique, en étant un petit peu plus âgé que vous. Donc les méthodes restent les mêmes. L'enjeu devient de plus en plus important. Mais ce sont les mots-clés: confiance, respect, écouter et concilier. Merci pour cette première réponse. On va passer au deuxième thème parce qu'on sait qu'on en a donc deux autres. Oui, c'était un petit peu long, hein, je sais. Donc on a deux thèmes à traiter en l'espace d'une dizaine de minutes. Donc on va passer, si vous voulez, au deuxième, sur la crise. Alors, deux questions sur ce sujet-là. Déjà, on se posait la question, quelle était la principale leçon que nous pouvions tirer de la crise et si cette crise, elle avait eu ou allait avoir un impact sur la dynamique de l'Europe et sur les perspectives de l'Europe. On a en Europe des pays très différents au niveau social et au niveau économique. Est-ce que ça peut marcher à long terme ? Voilà, on se donne 5 minutes, si vous voulez bien, pour répondre à ça, parce qu'il y a un troisième thème qui suit. C'est un hint à peine voilé. Hein, donc, j'essaierai. Quelle est la leçon principale ? La leçon assez abstraite mais très concrète en même temps, c'est l'interdépendance. On ne savait pas que ça impliquait avoir une monnaie commune. On avait une attitude de consommateur, c'est-à-dire on a une monnaie commune, ça facilite les voyages, on ne doit plus échanger des monnaies, etc., etc. On ne s'est pas réalisé que, en fait, pour une monnaie commune implique aussi une politique commune. Et on n'avait pas de politique commune. Et c'était la base de tous nos problèmes. On croyait qu'on pouvait avoir des politiques divergentes tout en gardant une monnaie commune. On avait à un moment donné un euro très fort, avec des taux d'intérêt très bas à travers toute l'Europe, parce que le monde avait confiance dans notre monnaie européenne. Mais on n'avait pas de politique économique, de politique budgétaire qui allait dans le même sens. L'un avec des déficits, l'autre avec pratiquement des équilibres budgétaires. Ça ne peut pas marcher. Et la crise financière qui est venue de l'autre côté de l'Atlantique a révélé toutes les faiblesses de notre système. Et donc on a dû aider les pays qui se sont trouvés en très grande difficulté parce qu'ils n'avaient pas les politiques qui justifiaient d'avoir une monnaie commune. On a dû les aider, on a dû ramener tout le monde, je dirais, dans le même bateau, aussi en leur imposant des politiques à certains moments impopulaires, mais toujours on a pris ces décisions ensemble, à 28. Donc il doit y avoir beaucoup plus de convergence quand on veut avoir une monnaie unique, une monnaie pour 350 millions de gens. Et donc on n'avait pas réalisé cette interdépendance, que les problèmes de l'un pouvaient devenir des problèmes de l'autre. Le problème de la Grèce devient le problème de la France et le problème de l'Allemagne. Si la Grèce sort de l'eurozone,
parce qu'elle n'est plus capable de se financer elle-même. Si ça aurait été le cas, alors l'Allemagne se trouverait en difficulté, parce que les fameux marchés financiers auraient cru que si un pays quitte, d'autres suivront. Et à la fin, il n'en resterait plus rien ou très peu de la zone euro. Et donc, à partir de 2010, début 2010, on s'est rendu compte que c'était en fait l'histoire des mousquetaires, hein, un pour tous et tous pour un. Hein. Sinon, ça ne marchait pas. Sinon, ça ne marchait pas. Et cette interdépendance est la très grande leçon de cette crise. La seconde leçon, c'est qu'on croyait que ça prendrait moins de temps pour établir la stabilité et la confiance dans notre monnaie commune, et que les résultats de notre action souvent dure, ça se verrait plutôt sur le plan de l'économie et de l'emploi. Et donc tout ça a pris beaucoup plus de temps qu'on le croit, et ça prend toujours beaucoup de temps. Entre le rétablissement de la confiance dans la monnaie, entre le début de la crise et, disons, la réussite de rétablir la confiance, parce qu'elle est rétablie, que ça prenait autant de temps, on ne le savait pas, que le rétablissement de la confiance dans la monnaie et le rétablissement de la confiance des consommateurs, que ça prenait aussi du temps. Et ça prend aussi du temps entre le rétablissement de la confiance des consommateurs et donc de la croissance économique et l'effet sur l'emploi, ça prend encore plus de temps qu'on le croyait. Et donc là, la durée de la crise, là je dois dire qu'on a fait des fautes. On a laissé à un certain moment traîner les choses parce qu'on doit trouver toujours des accords avec 28. Ça prend du temps. Ça prend du temps, il n'y a rien à faire. Et donc là, c'est une grande déception qu'on n'a pas pu sortir de la crise plus vite avec toutes les conséquences sur l'activité et l'emploi. Est-ce qu'il y aurait eu des méthodes pour aller plus vite? Oui, mais il n'y a pas 10 solutions pour le même problème. Et à nouveau, il faut trouver toujours des accords avec ce grand groupe de 28 pays de l'Union européenne, soit 18 pays de la zone euro. Je suis tout près de mes 5 minutes. Justement, une remarque. Bien sûr, il y a de très grandes différences entre les pays européens. Et c'est précisément notre travail pour qu'il y ait plus de convergence entre toutes ces évolutions. Et ça peut se faire. Quand on compare le niveau de vie d'ici 15 ans, il y a 15 ans, des nouveaux membres, comme on dit, qui viennent de la Pologne, de la Tchéquie, de la Slovaquie, de la Slovénie, et aujourd'hui, bien sûr, il y a convergence. Il y a convergence. Il y a un effet de rattrapage. La crise nous aide pas. Hein. La Grèce, par exemple, nous a rattrapés trop vite sur des bases artificielles, basées uniquement sur l'emprunt, et elle est retombée depuis la crise. Mais il faut qu'on aille tous dans la même direction et que, disons, la structure, le potentiel économique se rapproche. Et c'est tout notre travail des 4 dernières années, le travail à faire de mon successeur. On a une dernière question parce que je sais que dans quelques instants, vous allez devoir nous quitter. Ouais. On a une dernière question qui va vous être posée par Safietou. Alors, vous avez vu de nombreux systèmes éducatifs. Alors, pouvez-vous nous parler des modèles qui vous ont le plus marqué et quelles sont les formations innovantes et créatrices d'emplois que vous souhaiteriez voir se développer? C'est la seule? Ah oui. Moi, je veux bien continuer. Hein. Vous dites que vous avez eu l'expérience de beaucoup de systèmes d'éducation, ce n'est pas le cas. Oui, je vois de temps à autre des étudiants partout dans l'Union européenne, mais à vrai dire, une expérience d'un système d'éducation, je ne l'ai que dans mon propre pays. D'ailleurs, vous innovez aussi en termes d'éducation. Hein. C'est vraiment une expérience, c'est un projet pilote, m'a-t-on expliqué. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour que je suis ici, pour en prendre un petit peu connaissance. Hein. Mais ce qu'on constate,
c'est que les pays qui ont un système d'apprentissage, de stage, de formation professionnelle le plus développé, que eux ont aussi le niveau de chômage le plus bas. Et c'est une très grande leçon. Bien sûr, il faut des vacatures, il faut des offres d'emploi, mais il faut aussi, disons, les capacités requises. Et donc, l'Allemagne et l'Autriche ont un système, après le secondaire, de formation professionnelle dans l'entreprise, pas uniquement sur les bancs de l'école ou de l'université, mais dans l'entreprise, très, très développé, et depuis des décennies. Et je dois constater que leur niveau de chômage de jeunes et de chômage en général est de loin le plus bas en Europe. Donc, il faut en tirer un certain nombre de conclusions, que ça donne c'est une méthode aussi de sélection pour les entreprises, mais ça donne aussi une expérience de la vie, une expérience du monde des entreprises qui aide beaucoup par après à trouver un emploi. Ça donne aussi une certaine base pluriforme pour entrer dans la vie professionnelle. Deuxième leçon de cette crise, c'est que, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de chômage, un très haut niveau de chômage dans certains pays, même à des niveaux inimaginables il y a quelques années, mais il y a aussi des offres d'emploi qui ne sont pas remplies, entre autres dans le secteur de ce qu'on appelle en bon français la ICT. Donc il y a d'ici 2015, me dit-on, en Europe, pratiquement 900 000 offres d'emploi non remplies. Et donc là, il faut agir de sorte que ces études qui mènent à ce secteur soient devenues plus attrayantes. Et donc il y a en Europe un problème dans la jeunesse en général, qu'on ne choisit pas toujours les secteurs prometteurs de l'avenir. Vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous avez choisi cette voie qui est très prometteur et qui offre beaucoup d'occasions pour avoir une carrière tout à fait valable par après. Mais on y travaillera. Donc un des grands thèmes du Conseil européen fin octobre sera précisément ce manque de personnel dans le secteur du numérique, dans le digital, comme on dit aussi en bon français. Et donc il y a beaucoup de possibilités dans le secteur scientifique, technologique et autres qui sont beaucoup plus votre spécialité que la mienne. Moi, je suis qu'un gréco-latin qui a fait un petit peu de philosophie. Et d'économie. Et l'économie dans le temps, mais c'était très littéraire. Très littéraire. Très bien. Écoutez, Monsieur le Président, on sait que, donc, comme je le disais, votre emploi du temps ne vous permet pas de vous poser d'autres questions. Moi, je ne suis jamais pressé. Le protocole l'est. Le protocole, oui. Et donc, on vous remercie beaucoup de vos réponses, de vos éclairages, de votre soutien, de vos encouragements également dans la dernière partie de ce que vous venez de nous indiquer. Pour vous remercier, on va vous offrir un présent un peu particulier, vous le verrez. Et puis vous aurez aussi derrière à signer le livre d'or. Encore en vous remerciant, on va vous applaudir. Merci.
souriez, s'il vous plaît.